Ara venait de s'endormir sur ma poitrine quand mon téléphone a vibré sur la table de chevet. J'ai bougé légèrement, en faisant attention de ne pas la réveiller. L'écran s'est allumé avec un message de maman. Je m'attendais à quelque chose de fade et de convenu, peut-être un rappel sur le lait maternisé ou un lien vers un article européen sur la parentalité qu'elle pensait que je devrais consulter, mais à la place, il y avait 6 mots qui ont scindé mon monde en deux: nous déménageons à Barcelone. J'ai vidé le compte. Bonne chance. Je n'ai pas bougé, pas pendant 1 minute entière. Mon corps s'est engourdi avant que mon cerveau ne comprenne. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai fixé le solde du fonds familial commun qui était le nôtre, $0. Le même compte auquel nous avions tous contribué, maman, papa, et moi, pour les urgences, les soins partagés, la convalescence de Brianny. Ils avaient pris chaque centime. Pas de numéro de transfert, pas même un post-scriptum. Ma respiration s'est bloquée, courte et serrée. Ara a remué, ses petits doigts se crispant près de ma clavicule. Elle était chaude, confiante, et totalement inconsciente que 2 personnes dont elle ne se souviendrait jamais venaient de prendre une décision qui façonnerait toute sa vie. J'ai pressé mes lèvres sur son front et j'ai murmuré « Merci de m'avoir prévenu ». Il n'avait même pas attendu la fin du week-end. J'étais censé la garder pendant que Brianny se reposait après sa prétendue dépression nerveuse à Berlin. Personne n'avait dit combien de temps durerait l'arrangement, ni qu'il s'accompagnerait d'un numéro de disparition et d'un sabotage financier, mais en même temps, rien avec eux n'a jamais été clairement étiqueté. J'ai déposé doucement Ara dans le couffin portable, sa respiration régulière, ses joues encore roses de sommeil. Puis je me suis levé et je suis allé dans la cuisine où je gardais les dossiers papier, ceux que maman me reprochait toujours d'imprimer en se moquant. J'ai sorti le dernier relevé bancaire. Il affichait plus de $18 000 il y a 2 semaines. J'ai essayé de les appeler, bien sûr. Directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un message à Brianny. Lu. Pas de réponse. Ma poitrine me faisait mal, non pas de panique, mais de quelque chose de plus lourd, la reconnaissance. Bien sûr qu'ils avaient fait ça. Bien sûr, j'étais celle qu'ils laisseraient avec l'enfant, la dette, le silence. Le réfrigérateur bourdonnait doucement derrière moi alors que je m'appuyais contre le comptoir et regardais autour de moi, les biberons, les couches, sa gigoteuse rose encore chaude dans le panier à linge. Tout ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, maintenant à moi par défaut. Le matin venu, je commencerai à organiser l'emploi du temps d'Ara et à me renseigner sur la tutelle légale. Mais pour l'instant, je me suis simplement assise à côté d'elle et je l'ai regardée dormir, l'énormité de tout cela pesant sur mes côtes, parce qu'au fond de moi, je savais déjà qu'il ne reviendrait pas. Ni pour elle, ni pour moi. Le fait est que je n'aurais pas dû être surprise. Le fait d'être la personne fiable commence si discrètement qu'on ne remarque même pas la laisse qui se forme. C'est aller chercher Brianny au ballet parce que maman a une échéance à respecter, même si j'avais une réunion de club. C'est plier les chemises de papa parce que Brianny se laisse distraire, puis regarder sa distraction se transformer en récompense. Je pensais que j'aidais, que le fait d'être digne de confiance me rendait précieuse, mais digne de confiance est devenu invisible. Brianny n'était que feu et drame, des larmes sur les parkings, des poèmes laissés sur des serviettes en papier, une douzaine de spécialisations à moitié terminées avant qu'elle ne se décide pour elle l'anthropologie spirituelle. Les gens l'adoraient parce qu'elle était désordonnée et lumineuse et impossible à tenir pour responsable. Mes parents l'aimaient comme si elle était un cristal rare, même quand elle brisait tout sur son passage. Moi, j'étais l'étagère. Ils appelaient le fonds familial un filet de sécurité commun. Contributions provenant des revenus d'appoint de maman, des indemnités de conférences de papa, de mes contrats en freelance. Cela a commencé après la 2e hospitalisation de Brianny, juste au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin de soutien. Je me souviens de cette formulation exacte, quelqu'un d'autre. Pas Brianny. Pas encore. Quelqu'un d'autre. Mais je n'ai jamais été quelqu'un d'autre. J'étais le système de secours. La première fois que Brianny a vidé le compte, c'était pour une retraite dans les Catskills. Transformateur, l'avait-elle qualifié. La 2e fois, c'était pour un déménagement raté à Los Angeles pour écrire des mémoires qu'elle n'a jamais commandités. Ils m'ont dit que je ne devais pas être si rigide avec l'argent, que Brianny essayait de se réaliser. Pendant ce temps, je comblais les lacunes de mon assurance auto et je renonçais à de nouvelles lunettes pendant 2 ans. Maintenant, nous en étions là. Il m'avait laissé avec sa fille, vider le compte, et déménager à Barcelone comme s'il s'agissait d'un congé sabbatique attendu depuis longtemps.
Le silence après ce message n'était pas seulement de la cruauté, c'était une clarté limpide. Il n'avait jamais eu l'intention de revenir. Pas pour aider, pas pour répondre, pas même pour prendre des nouvelles. J'étais assise sur le canapé, la pièce sombre autour de moi, Ara gazouillant doucement dans son sommeil. Je me suis souvenu de la dernière fois que ma mère avait visité cet appartement. Elle avait froncé les sourcils en voyant ma tasse ébréchée et avait dit « Tu n'as toujours pas de vaisselle assortie ». Elle n'avait fait aucun commentaire sur les carreaux faits main que j'avais installés dans la salle de bain ou sur les photos encadrées que j'avais restaurées pour la société historique. Juste la vaisselle. Bien sûr, elle était partie sans dire au revoir. C'est ce qu'elle a toujours été. C'est ce qu'ils ont tous été. J'étais la fille discrète, la stable. Et les gens stables n'ont pas besoin d'avertissement. Mais Ara en aurait besoin. Elle aurait besoin de plus que ce qu'ils n'ont jamais donné. Et j'étais la seule qui restait pour trouver comment le lui donner. Au 4e jour, mon corps avait appris à fonctionner par fragments de 2 heures. Les cycles de sommeil d'Ara étaient un problème de mathématiques imprévisible, 3 siestes de 40 minutes ou une longue crise de pleurs de 2 heures à 4 heures du matin. Ses poumons étaient impressionnants. Mes nerfs étaient à vif. Je travaillais par intermittence, éditant des notes de bas de page pour une revue d'histoire régionale pendant qu'elle faisait la sieste sur une serviette pliée à côté de mon ordinateur portable. Le client m'avait envoyé 2 courriels au sujet de la date limite. J'ai menti en disant que le retard était dû à une urgence familiale, ce qui semblait absurdement léger. Chaque biberon était une négociation. Chaque couche une course effrénée. Je la berçais jusqu'à ce que mes bras me fassent mal, puis je la berçais avec des podcasts dans mes écouteurs juste pour rester éveillé. Il y avait des moments, bref, où elle me souriait, gencives apparentes, et c'était comme une bouffée d'oxygène. Puis elle se remettait à crier, et j'avais l'impression de me fondre dans le papier peint. Des amis prenaient de mes nouvelles, des messages, un même ici ou là. Personne n'est venu. J'ai appelé Briani 2 fois, laissé un message vocal. J'ai même tapé un 3e message lui demandant sans détour quand elle revenait. Je ne l'ai pas envoyé. À quoi bon? Jeudi matin, après une nuit à arpenter le sol avec Ara attachée à ma poitrine pendant qu'elle hurlait contre ma clavicule, j'ai ouvert la porte pour prendre le courrier et j'ai trouvé un petit Tupperware sur le perron, encore chaud. Un mot, écrit d'une écriture minuscule, vous en faites bien plus cassé. J'ai regardé de l'autre côté du couloir. Les rideaux de Madame Arl ont légèrement bougé. Elle était à la retraite, vivait seule, lisait des romans policiers les fenêtres ouvertes. Nous ne nous étions parlé qu'une seule fois auparavant, à propos du ramassage des ordures. Plus tard dans l'après-midi, elle a frappé une fois, légèrement, et m'a tendu une couverture pliée. Je l'ai faite pour un lit de la mauvaise taille, a-t-elle dit, sa voix égale comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Je l'ai remerciée. Elle n'a pas demandé à entrer. Elle n'est pas restée. C'était la première fois que quelqu'un me voyait depuis des jours. Cette nuit-là, je me suis assise dans la lueur de la cuisine, tenant Ara d'une main et mangeant du ragoût réchauffé de l'autre. Mes bras étaient fatigués, ma poitrine plus lourde que ce que la faim pouvait expliquer. Mais pour la première fois de la semaine, je ne me sentais pas entièrement seul. Le lendemain matin, je suis allé chercher le vieux dossier où mes parents gardaient les documents juridiques. Je n'avais pas mis les pieds dans la maison de mes parents depuis le jour de leur départ. Elle sentait encore la cire à bois au citron et un excès de confiance. Je me suis dit que j'étais juste là pour prendre la dernière boîte de lait pour bébé ou peut-être trouver un vieux couffin caché dans le grenier, mais je savais ce que je cherchais vraiment. Des réponses, ou des preuves. Ara somnolait dans le porte-bébé attaché à ma poitrine tandis que je me déplaçais dans la cuisine, ouvrant les tiroirs avec des doigts lents. Le réfrigérateur était vide à l'exception d'un pot de confiture de figues importées et d'une demi-bouteille de Prosecco. Les placards étaient propres aussi, stériles de la manière dont seuls les gens qui ne prévoient pas de revenir les laissent. Dans le tiroir du bas, sous la pile de courriers publicitaires et un tire-bouchon cassé, j'ai trouvé un dossier vert usé intitulé l'Espagne. À l'intérieur se trouvaient des itinéraires de voyage imprimés datant de 6 mois, des vols, un bail d'appartement, et des cartes SIM internationales pour Barcelone, déjà activées. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas émotionnel. C'était orchestré. Derrière les itinéraires se trouvait un formulaire notarié. Mon nom, mon adresse, ma signature copiée d'un ancien bail. J'ai réalisé une procuration. Pour Queen, âgée de 6 mois, transférée à moi pour une durée indéterminée. J'ai pressé mon pouce contre le papier,
essayant de comprendre la profondeur de la chose. Ils avaient fait de moi sa tutrice légale sans jamais me le demander, sans une conversation, sans même prétendre que j'avais le choix. Caché au fond du dossier se trouvait un relevé bancaire imprimé. Le compte familial, daté de 2 semaines avant leur disparition. Un retrait, 21 600 $. Destination, Meridian Trust, division privée internationale. Même pas une banque américaine. Ils avaient déplacé l'argent à l'étranger. Je me suis assise à leur table de cuisine, la même table où ils avaient autrefois organisé des dîners pour les professeurs et corrigé ma posture, et j'ai fixé les chiffres. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû vouloir casser quelque chose. Mais tout ce que je ressentais, c'était une immobilité. Ce n'était pas une erreur. C'était un échange. Ils avaient choisi la liberté, et ils m'avaient offert Ara comme excuse. Une poêle sur le comptoir portait encore l'étiquette de prix d'une boutique de Portland, 240 $. Ils avaient laissé ça derrière eux aussi. J'ai plié les documents et les ai placés dans mon sac. Puis j'ai regardé la pièce une dernière fois, comme si je m'attendais à trouver leur voix résonnant sur les murs. Mais c'était silencieux, et le silence ne s'excusait pas. De retour à la maison, j'ai couché Ara, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché comment demander la tutelle d'urgence en Virginie. Je m'attendais à ce que le bureau d'aide juridique soit stérile et surchargé de travail. D'une certaine manière, il l'était. La salle d'attente bourdonnait sous les néons, et la réceptionniste a à peine levé les yeux de son clavier. Mais quand Efrain Rode est entré dans la pièce, la cravate légèrement de travers, les manches retroussées, il m'a salué comme si j'étais une personne, pas un numéro de dossier. Rien que cela a failli me briser. Je lui ai montré les documents que j'avais trouvés, la procuration, le relevé bancaire, les itinéraires imprimés. Il les a lus lentement, tapotant les pages une fois avant de parler. « Ils ne vous ont pas prévenu ?» a-t-il demandé. « Non, ils sont juste partis. » Il a hoché la tête, la mâchoire crispée. « Alors ce n'est pas seulement un transfert de tutelle. C'est un abandon financier potentiel, peut-être même une fraude, selon la manière dont les fonds ont été classés. » Il a expliqué que bien que la procuration soit techniquement légale, la tromperie qui l'entourait ne l'était pas. Si nous pouvions prouver qu'ils avaient l'intention de se décharger de leurs responsabilités sans consentement ou qu'ils avaient sciemment utilisé à mauvais escient des fonds communs, nous aurions des motifs pour contester à la fois l'arrangement de garde et la piste de l'argent. J'ai demandé à quoi ressemblerait le processus. Il a dit que ce serait lent, fastidieux, une bataille ardue. J'ai dit, je suis déjà debout toute la nuit depuis des semaines. Qu'est-ce qu'une ascension de plus? Cet après-midi-là, j'ai commencé à tout cataloguer, les reçus, les captures d'écran, les anciens messages de Briani me demandant de donner un coup de main pour le week-end, et le message de ma mère à propos de l'argent. J'ai compilé une feuille de calcul. J'ai imprimé des copies et les ai étiquetées. Cela semblait obsessionnel, mais aussi comme si je construisais quelque chose, une page à la fois. 2 jours plus tard, Briani a finalement appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je voulais avoir sa voix enregistrée. « Danica, dit-elle, d'un ton sec. Tu avais accepté ça. » Non, je n'avais pas accepté. Tu as dit que tu aiderais pour un week-end, pas indéfiniment. Il y eut un silence au bout du fil, puis un rire. Sec, condescendant. Tu dramatises toujours tout. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon deuxième téléphone. Tu penses qu'ils t'ont abandonné? Grandis un peu. Ils en ont fini de te porter. J'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai stabilisé ma voix. Ils ne me portaient pas. Ils se cachaient derrière moi. Tu es ridicule, a-t-elle lâché. C'est fait. Tu ne vas pas nous effrayer avec des menaces légales. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence remplir l'espace. Elle a raccroché. J'ai étiqueté l'enregistrement et les sauvegardé 2 fois. Cette nuit-là, Ara avait une légère fièvre. Je l'ai tenue contre ma poitrine, sa respiration chaude et irrégulière, et j'ai regardé le plafond pulser avec la lumière du lampadaire extérieur. Je ne me sentais pas forte. Je ne me sentais pas vengée. Mais je n'avais plus peur d'eux. Le lendemain matin, j'ai appelé Efrain et je lui ai dit que j'avais quelque chose qu'il devait entendre. Le message est arrivé un dimanche matin, juste au moment où je chauffais un biberon. Nous rentrons. Nous voulons voir Ara. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une déclaration comme s'ils revenaient réclamer une valise qu'ils avaient oubliée.
Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, ils se sont présentés à ma porte. Sandre avec son écharpe coûteuse, Talbot avec des lunettes de soleil perchées sur sa tête comme une couronne. Ils avaient l'air bronzés et reposés, le genre de repos que seules les personnes sans responsabilité parviennent à avoir. J'ai ouvert la porte juste assez pour que leurs intentions heurtent le seuil et s'y arrêtent. « Tu as l'air fatigué », a dit Sandre en passant devant moi. « Tu travailles toujours à ce job à temps partiel ?» Talbot a suivi, les bras croisés, les yeux balayant déjà l'appartement. « Nous avons été surpris que tu ne nous aies pas contactés plus tôt. On pensait que tu aurais des questions. Mais je suppose que tout le monde n'est pas fait pour être parent. » Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés parler. Sandre s'est approchée d'Ara, qui était assise dans sa chaise haute, mâchouillant un morceau de banane. Elle a claqué la langue en signe de désapprobation. Sa posture n'est pas bonne. Tu devrais vraiment la mettre sur le ventre plus régulièrement. Je me suis tourné pour leur faire face complètement. J'ai demandé la garde exclusive il y a 3 semaines. Ils se sont figés. Et j'ai soumis les documents concernant les transferts bancaires, la procuration falsifiée, et votre manquement à me notifier de votre intention de quitter le pays. J'ai aussi des appels enregistrés avec Briani confirmant que je n'ai jamais accepté une tutelle à long terme. La mâchoire de Talbot s'est contractée. Danica, il n'y a pas besoin d'envenimer les choses. Sandre a fait un pas en avant. Ne rendons pas ça laid. C'est déjà laid, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant que ça ne l'était pas. Aucun d'eux n'a parlé pendant un long moment. L'expression de Sandre s'est durcie, ses yeux vifs avec ce genre de calcul froid que j'avais appris à observer en grandissant. Talbot a soupiré, jouant la déception comme si c'était un monologue répété. Je pense qu'il vaut mieux que nous partions, a-t-il marmonné. J'ai hoché la tête et j'ai ouvert la porte. Sandre s'est retournée en sortant. Tu as toujours eu un don pour le mélodrame. Je ne pensais juste pas que tu y mêlerais un bébé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas tressailli. J'ai fermé la porte doucement, tourné la serrure, et j'ai expiré. Ara a laissé tomber sa banane par terre et a applaudi. Cet après-midi-là, Efrain a appelé pour confirmer que notre date d'audience avait été avancée. La salle d'audience sentait la poussière et la cire à bois, et tout semblait trop lumineux. Efrain marchait avec une certitude tranquille, tenant notre classeur comme si c'était l'Évangile. J'étais assise à côté de lui, les mains jointes, regardant les yeux de la juge plus que ceux de mes parents. Sandre et Talbot sont arrivés avec 10 minutes de retard. Briani n'est jamais venu. Efrain a commencé avec la chronologie. Il a présenté les documents notariés, les plans de voyage datés de plusieurs mois à l'avance, les relevés de compte montrant les fonds vidés et transférés à l'étranger. Puis il a sorti les enregistrements, la voix de Briani, dédaigneuse et froide, confirmant que je n'avais jamais accepté la tutelle. Il a remis à la juge une transcription imprimée. Sandre s'est éclairci la gorge plusieurs fois. Talbot souriait de temps en temps. Ils n'ont pas nié les preuves, ils ont essayé de les recadrer. Ma fille est portée à l'exagération, a dit Sandre d'une voix douce. Elle est sous beaucoup de stress. S'occuper d'un enfant, surtout un qui n'est pas le sien, est forcément source d'émotion. La juge n'a pas scié. J'ai examiné les documents, a-t-elle dit, sa voix égale. Ce qui me préoccupe n'est pas seulement l'abandon, mais la nature stratégique du transfert. Mademoiselle Quinn a été induite en erreur et laissée sans soutien, tant financier qu'émotionnel. Elle a fait une pause, a regardé directement mes parents. J'accorde la garde légale exclusive à Mademoiselle Quinn. Le compte à l'étranger sera gelé en attendant un examen. Toute visite de Sandre ou Talbot Quinn devra être supervisée et approuvée à l'avance. Sandre a ouvert la bouche. La juge a levé la main. La séance est levée. Dehors, le vent s'était levé. Sandre m'a arrêté sur les marches du palais de justice. Tu as toujours été jalouse de Briani, a-t-elle dit, sa voix basse et acérée. Même enfant, tu attendais juste un moyen de nous punir de l'aimer plus. Je l'ai regardé mais n'ai rien dit. Elle a tourné les talons en claquant. Talbot a suivi sans un mot. J'ai marché jusqu'au parking où Ara m'attendait avec Madame Arle, qui était venue sans qu'on le lui demande. Le bébé a gloussé en me voyant, les bras tendus. Cette nuit-là, en la berçant pour l'endormir, j'ai réalisé que je n'avais pas ressenti de soulagement, juste une étrange immobilité creuse, comme la fin d'un très long écho. Le lendemain matin, j'ai ouvert mes courriels et j'ai vu un message d'Efrain marqué urge.
Le four de potier ronronne doucement maintenant, régulier et chaud. Je le laisse tourner à faible intensité la plupart des matins pendant qu'Ara joue sur le tapis matelassé à quelques mètres de là. Le berceau que j'ai construit avec de vieilles lattes de pain est près de l'étagère de bol fini. Elle y fait parfois la sieste, les doigts enroulés autour d'une poupée en tissu que Madame Arle a cousue à la main. Mes mains sont de retour dans l'argile. Le tour tourne à nouveau. J'ouvre l'atelier 2 jours par semaine, 3 quand elle se sent bien. Les commandes sont lentes mais régulières. Le café du coin a réapprovisionné son étagère de tasses avec mes pièces le mois dernier, et une étudiante veut un service personnalisé pour son exposition de thèse. Je prends ce que je peux, et je laisse le reste aller. Madame Arle passe tous les vendredis avec des biscuits à l'avoine enveloppés dans du papier ciré. Elle ne reste jamais longtemps, juste pour prendre des nouvelles et me serrer doucement le bras avant de disparaître le long du trottoir. Sa présence est sa propre forme de guérison, silencieuse, fiable, le contraire de ce que j'ai été élevé à attendre des adultes. Parfois, je me réveille encore en m'attendant à un nouveau message, un nouveau rebondissement dans la saga, mais cela fait des mois, et le silence s'est installé en quelque chose avec quoi je peux vivre. Les suivis juridiques sont pour la plupart terminés. Le compte est toujours gelé. Il n'y a aucune nouvelle de Briani. J'ai cessé d'attendre. La semaine dernière, Ara a fait ses premiers pas entre la table de travail et la porte. Elle est tombée après le 3e, puis a ri comme si c'était un jeu. J'ai ri aussi, puis j'ai pleuré seul dans la cuisine après qu'elle se soit endormie. Pas parce que j'étais triste, mais parce que c'est moi qui l'ai vue. J'ai écrit une lettre à Briani hier, non par obligation, juste pour clore une boucle. Je n'ai pas dit grand-chose. Ara est en sécurité, ai-je écrit. C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas inclus d'adresse de retour. Ce matin, alors que j'ouvrais l'atelier et que je posais mes doigts sur l'argile humide, j'ai regardé le petit berceau à côté de moi, le minuscule bol que j'avais marqué de l'empreinte de son pouce, les faibles traînées de farine sur le sol de la tentative de pâtisserie de Bambin d'hier. On m'a laissé derrière pour qu'il puisse s'échapper. Mais je suis resté et j'ai construit quelque chose.